Bonjour à tous, merci de votre présence et la participation à cette table ronde. Avant de commencer, je souhaitais signaler que la conférence est diffusée en direct sur la plateforme du SIDO Plus et qui est disponible en replay. Aujourd'hui, on va parler donc de la mobilité urbaine, une nouvelle ère pleine de promesses. Avant de commencer, je vais faire un petit tour de table, c'est facile, on n'est que deux, et vous présenter nos différentes intervenantes. Nous avons Laetitia Rancurel, bonjour. Vous êtes directrice de l'association Lyon Urban Data et vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la R&D chez des grands groupes. Aujourd'hui, vous dirigez donc une structure qui est dédiée à l'incubation et à l'expérimentation de nouveaux services urbains intelligents, utilisant la grande donnée urbaine. C'est bien cela? Oui, alors, vous voulez que je vous dise 2-3 mots un petit peu de S'il vous l'historique? plaît. Voilà. Donc, le TUBA Expérimentation Urbaine, c'est une initiative née au sein de la métropole de Lyon à partir de la plateforme de libre circulation des données et qui avait pour but à l'époque de réfléchir en partenariat avec les grandes entreprises à l'ouverture de leurs propres données aussi et de créer des projets d'innovation urbaine effectivement à partir de ces grandes données, puisque ce qu'on va livrer à un citoyen, c'est bien évidemment pas un jeu de données mais un service urbain. Et l'objectif que l'on poursuit toujours dans nos projets, c'est d'impliquer au plus tôt les citoyens dans les cycles d'innovation via l'expérimentation en conditions réelles. Donc cette initiative a maintenant 6 ans. Nous opérons et nous animons un tiers-lieu d'innovation. Alors on connaît assez bien les Fab Labs qui ont trouvé leur public dans le milieu éducatif, associatif. Nous, ce qu'on opère, c'est plutôt un living lab, donc un lieu ouvert vers la ville où on mobilise des citoyens, où on montre des projets, où on anime aussi des débats autour, pas plus tard que mardi prochain, on a un débat autour de l'identité numérique et qui sont aussi des starters, des débuts de projets pour après, en tout cas qui animent un certain nombre d'idées entre différentes parties prenantes. En l'occurrence, mardi soir, nous avons le CNUM et SNCF Digital. Voilà, pour vous donner un exemple. Et donc, nous sommes basés donc, à Lyon. Aujourd'hui, le TUBA, c'est cette association, donc public-privé, avec plus de 40 partenaires et des projets d'innovation dont je détaillerai un petit peu, dont je donnerai quelques détails en lien avec la mobilité. Parfait, merci. Et Catherine Gognaud, vous travaillez à la métropole de Rouen, c'est ça? Vous êtes actuellement directrice adjointe du département des espaces publics et mobilité durable et vous avez travaillé depuis 18 ans dans ce domaine. Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, moi, je travaille à Rouen depuis pas mal de temps dans le domaine des mobilités. Alors, la métropole de Rouen-Normandie, elle est assez intéressante quand on parle de mobilité, puisque elle présente tout un panel de contextes très différents, puisque c'est une métropole qui a 71 communes, dont certaines sont très denses, la ville-centre et quelques communes autour. Et on a tout un échelon de communes plus ou moins denses. Donc on a des zones périurbaines, des zones rurbaines, comme on dit, c'est-à-dire un peu entre les deux, et puis carrément des zones très rurales. Donc on a vraiment des enjeux importants pour offrir à l'ensemble des citoyens de ce territoire des façons de se déplacer alternatives à la voiture individuelle, puisque c'est quand même ça un peu ce qu'on recherche, c'est de trouver des moyens de limiter la place de la voiture individuelle pour des questions économiques, pour des questions évidemment de changement climatique, de qualité de l'air, enfin des tas de raisons qui nous ont amenés à réfléchir là-dessus. Et peut-être avant d'aller plus loin, juste dire que la métropole, avec un certain nombre de partenaires industriels, de partenaires de l'enseignement supérieur, de la recherche, nous avons été lauréats d'un appel à projet qui a été lancé il y a 2 ans, même un peu plus maintenant, par l'État, qui s'appelait Territoire d'innovation de grande ambition. Donc nous avons été lauréats de cet appel à projet avec un projet très orienté sur la mobilité qui s'appelle d'ailleurs Rouen Mobilité Intelligente pour tous et qui est constitué d'un certain nombre de briques de projets tournés autour des mobilités du futur, des mobilités propres, de la mobilité autonome, MaaS, hyperviseur, etc. et création d'un living lab. Donc je pourrais en dire quelques mots de plus tout à l'heure.
Merci beaucoup. Franck Cazenave, directeur de l'entité Bosch Smart Cities, n'a pas pu être présent pour des raisons sanitaires. Il n'avait pas le Covid, mais effectivement, en temps en zone rouge, la direction de son entreprise a souhaité décliner. Mais voilà. Ben, merci bien. On va commencer un petit peu large le sujet en parlant des enjeux d'abord. On sait que face à des problèmes de pollution et de congestion de nos villes, des nouveaux modes de mobilité ont apparu et émergé. On parle souvent de tech qui peut être un allié à ces nouveaux modes, collecte de data, etc. La question d'abord, c'est comment allier écologie, efficacité. Quels sont du coup les enjeux pour les métropoles de nos jours des acteurs de ce secteur-là? Voilà, on va peut-être commencer par la première question. Quels sont les enjeux de la mobilité urbaine? Alors, les enjeux tels qu'on les perçoit, nous, à notre niveau, en tant qu'animateurs d'écosystèmes et accompagnateurs de projets d'innovation, sont de différentes natures. Elles sont sur l'intégration des nouveaux modes de déplacement. Ça, c'est un premier axe qui, parfois, peuvent se faire de façon, je dirais, avec l'appropriation des citoyens, de façon que l'on peut percevoir comme anarchique, par exemple pour les trottinettes. Mais l'enjeu n'est pas simplement en termes d'innovation par les usages, mais également d'ouverture des données et d'utilisation des données pour rendre un service. On parle effectivement de mobilité as a service, c'est-à-dire aller chercher la donnée, pas forcément l'ouvrir pour l'ouvrir, mais aller la chercher, la combiner avec d'autres types de données pour effectivement rendre un service d'information, par exemple. Et un troisième axe sur la mobilité, c'est la mobilité, et je détaillerai tout à l'heure un projet autour, par exemple, de comment la mobilité est impactée, par exemple, par des travaux dans la ville, et comment on est capable d'informer via des données disponibles ou via des services qu'on développe à partir de ces données, les usagers de la ville, quel que soit leur mode de déplacement d'ailleurs. Donc voilà 3 axes, les nouveaux usages, la tech, donc la donnée, comment l'intégrer au mieux, et ensuite comment créer des nouveaux services à partir de ces données. Donc effectivement, au niveau expérimentation et besoin de se déplacer sur des modes doux, côté plutôt collectivité, métropole, quels sont aujourd'hui les enjeux? Est-ce de répondre à un besoin, ou y a-t-il des enjeux plus forts Je dirais que en fait, nous on se situe un peu de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des citoyens. En fait, pour nous, l'enjeu, c'est quelque part d'embarquer tout le monde dans ces mobilités dites du futur, parce que en fait, on se rend compte que souvent on parle de mobilité urbaine, donc on associe ça à certaines catégories de personnes très à l'aise avec la technologie, avec les outils, on parle de masse, etc. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, les métropoles, c'est ce que je disais en introduction, elles sont très variées. Et donc, on a affaire à un public qui n'est pas forcément un public, je dirais, très ouvert à tout ça, même si, évidemment, les générations évoluent, etc. Et donc, ça, c'est un enjeu. Nous, c'est apporter à tous des alternatives de mobilité, voire, pourquoi pas, et on y réfléchit de plus en plus, y compris grâce ou à cause du Covid, à des enjeux de démobilité, qui est quand même un sujet important. Voire, on réfléchit aussi sur ce qu'on appelle des hyperlieux mobiles, c'est-à-dire peut-être qu'on réinventera l'épicerie ambulante, mais enfin, en tout cas, est-ce que c'est pas les services qui doivent aussi parfois se déplacer vers les usagers? Donc nous, les enjeux, ils sont vraiment orientés sur le citoyen, avec inventer des panels de solutions qui vont de solutions qu'on réinvente, le vélo, la marche à pied. Vous avez parlé de mode doux, c'est pas nouveau, c'est pas de la haute technologie, mais je pense que la technologie peut apporter des choses, notamment concernant l'information, parce que souvent la façon de se déplacer, elle répond à des habitudes, voire à des réflexes. Et souvent, moi, je fais le parallèle avec le tri des déchets. Il y a 30 ans, on ne triait pas, et maintenant, la plupart des gens ne vont pas mélanger le plastique avec les déchets organiques, etc. Aujourd'hui, on sort de chez soi, on a sa voiture devant le portail, on monte dedans, et on ne se pose pas forcément la question
de finalement comment je me déplace et est-ce que je peux me déplacer autrement. Donc voilà, cet enjeu de l'accompagnement, je dirais, au changement de comportement, il est super important, je dirais, au-delà de même des technologies qui évidemment nous intéressent aussi, mais c'est surtout comment on les adresse, à qui elle les adresse et comment on embarque les gens là-dedans. Je reviendrai tout de suite après sur la technologie, mais justement, pour rebondir à ce que vous dites, côté métropole, c'est plus du coup de l'éducation des citoyens, de plutôt dire éviter la voiture, c'est un mode de transport ou de mobilité de facilité. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas trop le terme éducation Oui, parce que ça renvoie un peu quelque part à la Chine et tout ça. On va éduquer les gens pour qu'ils soient dans les bons rails. Donc, et il faut pas qu'on soit dans des stratégies frustratoires ou dans des stratégies qui vont focaliser le regard sur les gens qui font pas comme il faut, etc. Donc, l'accompagnement au changement de comportement, c'est, je dirais, un peu plus subtil que ça. C'est faire toucher du doigt aux gens qu'il y a d'autres façons de faire, mais sans imposer. Donc c'est un travail de longue haleine. Et puis, c'est quelque chose qui relève plus du sensible, en fait. Donc on est plus sur de la sensibilisation et on n'est pas dans des stratégies où on va dire, bon voilà, hop, on ferme la ville aux voitures. Il y a des métropoles qui ont fait ce choix-là, hein, notamment en Scandinavie. On prend l'exemple d'Oslo. POF, c'est péage, il n'y a plus de stationnement en ville, la ville est interdite aux voitures. Bon, c'est une solution politiquement, alors je ne suis pas politique, mais je travaille quand même dans une collectivité, donc forcément très politique. Ce n'est pas des choses qui sont, que nos élus envisagent de porter de cette façon-là. Donc c'est plutôt un travail en douceur, mais avec quand même des paliers. Par exemple, développer les aménagements, les infrastructures cyclables, c'est prendre de la place sur la voiture, c'est apporter de la contrainte à la voiture, mais c'est aussi donner aux gens des moyens de faire du vélo en toute sécurité, puisque c'est souvent quelque chose qui freine un peu. Le vélo, c'est dangereux, etc. Donc c'est un travail, je dirais, il n'y a pas... si vous voulez, il y a un schéma global, mais après, sa déclinaison, elle se fait dans la finesse sur le terrain et dans cet accompagnement au quotidien, quoi. Très bien, merci. On développera peut-être un petit peu plus tout à l'heure les actions côté métropole et collectivité. Laetitia, vous avez parlé effectivement de données, de tech. Pourquoi? Quel type de données? Pour quels utilisateurs? Quels usagers? Est-ce que c'est plutôt à destination de l'utilisateur du mode doux ou plutôt l'utilisateur, le fabricant, on va dire, de la trottinette? Alors, les données, effectivement. Alors, nous, on est animateurs de projets d'animation. Et un petit peu comme toute animation, technologique ou pas, on a deux angles d'observation. Soit on a une innovation qui va être top-down, c'est-à-dire on a des données, et à partir de ça, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en faire pour livrer une information, un service, etc., à des citoyens avec qui on va les expérimenter. Et on a une autre approche qui est bottom-up, où là, on va aller réfléchir avec des citoyens. Donc là, on va avoir une innovation usager centrée, où on va aller réfléchir, donc en mode effectivement expérimentation Living Lab, sur leurs besoins autour soit de l'information, soit de services autour de la mobilité. Donc, et l'innovation est réussie quand ces deux mouvements se rencontrent, en fait. Et nous, ce qu'on sait faire à Tuba et ce qu'on expérimente depuis plus de 6 ans maintenant, c'est une innovation collaborative. Alors, en termes de mobilité, pour citer un exemple, on a travaillé l'année dernière autour des données de chantier sur le territoire de la métropole de Lyon, avec la particularité qui était que la métropole a une plateforme sur laquelle nos entreprises déclarent leurs travaux, mais qu'on a aussi des travaux qui peuvent être pas prévus ou des fortuits, etc. Et comment on fait pour informer au mieux les citoyens, et comment les données qui sont enregistrées finalement sur cette plateforme qui est à la métropole, les données peuvent être utilisées pour informer des citoyens qui se trouvent sur zone, qui n'y habitent pas forcément, mais par exemple qui passent par là par Dieu, etc. Et comment on développe des outils d'information à partir de ces données. Et la particularité de ce qu'on accompagne, nous, à Tuba, c'est cette innovation collaborative. Donc, on avait aussi bien des grands groupes comme Dalkia, GRDF, etc. Et
et la plateforme de la métropole et des citoyens que l'on va interviewer en direct, en micro-trottoir ou en expérimentation, en atelier à l'interne de Tuba pour les questionner sur leurs attentes par rapport à l'information sur les chantiers, par exemple. Ce qui, à la fin d'un projet, puisqu'on travaille toujours en mode projet à Tuba, à la fin du projet, on livre des recommandations qui seront prises en compte à des échelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une échelle d'innovation dans une entité agile comme on l'est, nous, à Tuba, parfois peut être pris en compte sur des plans d'innovation qui peuvent durer de 1 an, 2 ans, ou peut-être même plus sur des services d'une grande métropole comme la métropole de Lyon. Donc, ce qu'on produit, ce sont des recommandations basées sur les besoins des entreprises et ce qu'on a pu faire comme expérimentation avec les citoyens. Donc, c'est comme ça qu'on anime l'innovation et c'est comme ça qu'on fait évoluer nos sujets autour de la mobilité, en l'occurrence là sur des sujets liés à des contraintes chantiers sur un territoire. Il a duré combien de temps ce projet ? Il a duré quasiment 1 an. Et l'objectif, parce que l'innovation, c'est quelque chose qui, comme vous le savez, qui revient, il y a plein d'appropriation, etc. Et l'objectif, c'est d'itérer ensuite, encore une fois, sans doute, sur peut-être à terme une appli, un service différent de ce qu'on a imaginé aujourd'hui, qui peut passer aussi parfois du low-tech, c'est-à-dire des totems d'information, des choses comme ça. Et juste pour terminer sur ce sujet, vous pensez que la collaboration entre acteurs type collectivité, grands groupes ou du moins entreprises, ainsi que les citoyens, c'est la clé de réussite vers cet accompagnement au changement ? Alors, oui. Alors, c'est la clé de l'innovation urbaine. En quelque sorte, la clé effectivement de l'éducation ou du moins de sensibilisation au changement, dans le sens où impliquer les citoyens très tôt dans le cycle d'innovation permet d'imaginer un service qui va correspondre à un besoin et non pas un service qui finalement ne sera pas utilisé. Donc c'est dans le process en fait de faire c'est le process de faire qui est la clé en fait de l'innovation. D'accord, très bien. Et pour vous, est-ce que vous avez vous nous avez parlé d'accompagnement au changement. Quelles sont les actions de la métropole qui vont permettre justement d'accompagner ce changement vers l'innovation, la mobilité douce, etc. Déjà, je pense, pour reprendre un peu ce que vous disiez, ce qui est important, et ça paraît étonnant de dire ça, mais c'est le décloisonnement, c'est-à-dire cette façon de travailler ensemble, citoyens, entreprises, collectivités. C'est relativement récent. Avant, on était dans des espaces très cloisonnés où chacun avait ses compétences, ses missions, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que on ne peut pas travailler les uns sans les autres, en fait. Et chacun y trouve, je dirais, finalement son compte. Pour ce qui est quel lien entre les données, les outils, les changements de comportement, nous, on a un projet de masse, Mobility as a Service, on va dire, et une super appli pour se déplacer. Et ce MAS, on l'a conçu, donc là, il va être en cours de développement bientôt, on l'a conçu comme un outil d'accompagnement au changement de comportement et pas simplement comme un outil d'accès à l'information. Donc pour que ça fonctionne, d'abord, il faut que la donnée, elle soit de super qualité. Ça paraît évident, parce qu'en matière de mobilité, on travaille en temps réel. Donc il faut toujours qu'on ait de l'information de temps réel, de qualité. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour nous. Et là, on doit s'appuyer sur le savoir-faire des entreprises qui vont développer ces outils-là. Et pourquoi on le conçoit comme un outil d'accompagnement au changement de comportement ? Parce qu'à travers cet outil-là, d'abord, il va y avoir dans le process de développement de cet outil, on va être dans des méthodes de co-construction, c'est-à-dire qu'on va faire des ateliers avec des citoyens et connaître leurs attentes parce que finalement, c'est eux qui se déplacent, c'est eux qui rencontrent les problèmes. Donc nous, on veut leur apporter les solutions adaptées. Et à travers cet outil-là, ce qu'on souhaite, c'est pas seulement avoir de l'information sur à quelle heure passe le bus, où est-ce que vous pouvez réserver un taxi, où est-ce que vous pouvez réserver une voiture en autopartage, etc. C'est aussi leur dire qu'est-ce que vous avez à gagner en
vous déplaçant de telle ou telle façon. Donc à gagner sur le plan économique, à gagner sur le bilan carbone, à gagner sur le bilan santé. Dans une ville de taille moyenne comme Rouen, hein, l'agglomération fait 500 000 habitants, mais la ville-centre est petite, 100 000 habitants. Les gens se déplacent en voiture pour faire des trajets très courts. C'est-à-dire on prend sa voiture pour aller acheter son pain au bout de la rue, pour emmener les enfants à l'école qui est à 3 pâtés de maison, etc. Et il faut qu'on arrive à rompre ces habitudes-là en démontrant finalement ce qu'on gagne à faire autrement. Ce qu'on gagne individuellement, ce qu'on gagne collectivement. Donc individuellement, c'est le bilan santé. Vous marchez, vous avez dépensé tant de calories, vous avez respiré tel air parce qu'il y aura des indices sur la qualité de l'air, etc. Donc c'est ça qu'on veut mettre en place pour que cet outil soit pas seulement un truc livré comme ça, une nouvelle appli, une énième appli, mais vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la vie quotidienne des gens, parce que la mobilité, c'est tous les jours, quoi. Et que ça leur apporte vraiment un plus par rapport à leurs habitudes actuelles, quoi. Donc on a parlé d'accompagnement côté citoyen, mais comment vous faites, vous, côté métropole ou collectivité, pour appréhender et accueillir ces nouveaux modes de mobilité, puisqu'effectivement, j'imagine qu'il y a des contraintes réglementaires, il y a aussi des bénéfices, bien sûr, mais il y a des parkings relais, il y a des infrastructures, j'imagine, à mettre en place, les bornes de recharge électrique aussi, j'imagine que ça a un coût, et pour éviter un peu que ce soit un peu... le bazar et l'accueil des trottinettes à Lyon, typiquement, ça a été compliqué à gérer. Et donc, justement, afin d'éviter ces situations, comment vous appréhendez, vous préparez à les accueillir, ces modes? Alors, c'est sûr que le rôle d'une métropole, il y a un rôle de régulateur. C'est vrai pour ce qui se passe dans l'espace public, c'est vrai pour plein de choses. Donc forcément, je dirais quand je parle du MaaS, il n'y a pas de MaaS, de Mobility as a Service, il n'y a pas de service derrière. C'est-à-dire que donc, l'autre champ sur lequel on travaille, c'est développer des services, développer des infrastructures, de plus en plus connectés pour que tout ça forme vraiment un système cohérent, et avec effectivement une vigilance sur, je dirais, sur ce qu'on pourrait appeler, même si le terme est un peu fourre-tout, l'ubérisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre l'initiative privée, qu'il y ait des services, et au contraire, nous, on cherche à ce que des opérateurs viennent mettre en place des services. Là encore, dans des villes moyennes, vous parlez des trottinettes, nous, on n'a pas ce problème-là. Pourquoi ? Parce que personne ne vient mettre des services de trottinettes dans une ville moyenne, parce que le business model ne tient pas la route s'il n'y a pas une aide publique. Et donc, nous, on est plutôt dans la situation, on leur dit, mais venez, on va vous aider. Donc, c'est très différent entre les grandes villes, on parle tout le temps de Paris envahi par les vélos, les trottinettes. Nous, on n'a pas ce problème-là, au contraire. Donc, nous, on doit aussi attirer les opérateurs en facilitant, en leur donnant des facilités, en leur donnant de la place dans l'espace public, en leur disant vous ne paierez pas de redevance, etc. etc. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques, si vous voulez, hein. Donc nous, on essaye de construire un système global avec des services qui répondent à tous les champs du déplacement, que ce soit le déplacement, on va dire, domicile-travail qui peut être un peu long, jusqu'au déplacement pour faire quelques centaines de mètres. Voilà. Et donc, nous, on a vraiment ce rôle de régulateur aussi sur la donnée. Et ça, c'est ce qu'on est vraiment en train de construire à travers un outil qu'on appelle l'hyperviseur, qui sera un peu, je dirais, le moteur de tout ça. Et cet hyperviseur, nous, on va en faire notre outil de régulation. C'est-à-dire que, là, je vais parler du véhicule autonome. On a beaucoup travaillé sur le véhicule autonome. On a été un des premiers territoires à faire rouler des véhicules à conduite autonome sur des voies ouvertes. Et pourquoi ça nous intéresse ? Bon, ça nous intéresse parce qu'il y a des enjeux d'attractivité, de développement économique. On est dans une région qui est très tournée sur la motorisation, la voiture. Bon, Renault est très implanté en Normandie, évidemment. Donc nous, on a aussi ce rôle de pousser, je dirais, les entreprises quelque part à l'excellence.
Et donc, nous, on a intérêt à les aider pour ça, mais notre intérêt aussi, c'est d'anticiper justement ce que pourra être le véhicule autonome, ce qu'il pourra nous apporter, ou au contraire, là où il faut qu'on soit vigilant pour éviter des situations qu'on n'a pas envie de vivre, c'est-à-dire la ville remplie de véhicules autonomes, de voitures dans lesquelles il n'y a personne, etc. Donc ce rôle de régulateur, pour nous, il est essentiel. Et donc cette anticipation-là, de travailler avec les grands groupes industriels, les opérateurs de transport, etc., ça nous permet de voir ce que ça pourra être demain, quoi, et de l'anticiper. Par exemple, sur le véhicule autonome, on travaille beaucoup sur c'est quoi les impacts sur l'espace public, quels sont les services qu'on pourra adresser qu'aujourd'hui on ne peut pas adresser parce qu'on n'a pas soit les moyens financiers, soit les technologies qui permettent de le faire. Donc voilà, notre spectre, il est très très large. Il est très large pour répondre à tout ça. Est-ce que, une question pour rebondir sur le véhicule autonome, j'imagine que vous avez peut-être aussi un peu travaillé sur le sujet, peut-être en brainstorming ou autre avec les grands groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, le véhicule autonome est dans la mentalité actuelle le seul mode de mobilité de demain? Je vais un petit peu plus loin. Il y a 2 jours, la voiture volante de Toyota a volé. Donc c'était un essai. Mais est-ce que demain, en 2040, ça sera que des véhicules autonomes? J'imagine qu'il y a la réglementation qui va faire que ça va être compliqué. Mais est-ce que c'est le seul mode de mobilité de demain? Non, parce qu'on a parlé des modes doux aussi, et effectivement, avec la crise qu'on traverse ici, sans doute que les modalités de déplacement sont déjà perturbées, et vont l'être aussi. Après, concernant le véhicule autonome, on est effectivement qu'au début de l'histoire du véhicule autonome, que ce soit sur l'évolution de l'espace public, mais aussi l'appropriation par les citoyens de cet outil. J'ai fait partie ces 2 dernières années d'un atelier qui s'appelle la Vie Robomobile, qu'animait le ministère des Transports, où il y a plein d'informations. Il y a eu des comptes rendus qui ont été faits sur des cas d'usage, mais aussi toute la réflexion avec des sociologues, etc., d'appropriation du véhicule autonome par les citoyens, et tout ce que ça engendre vis-à-vis de l'espace public. Donc, je vous invite à aller regarder parce que les travaux sont vraiment intéressants. Ça s'appelle Atelier La Vie Robomobile. Ouais. Mais je pense aujourd'hui, on en est encore assez loin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, les collectivités prennent place au débat et anticipent, comme vous le disiez, la venue de ces futurs modes. Oui, c'est ça. Il y a encore une fois, pour rebondir sur la façon de faire, on voit bien que ces grandes innovations urbaines passent par des phases d'expérimentation qui nous enseignent en fait sur les freins, sur les difficultés, ou bien même sur les facilités quand c'est le cas. Donc ça reste la phase expérimentale reste aujourd'hui par rapport à l'évolution des politiques publiques de mobilité une phase très très intéressante pour s'approprier ces nouvelles façons de se déplacer, mais aussi en voir l'utilité sur le territoire en question. Oui, l'utilité et les limites. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, est-ce que demain, il n'y aura que des véhicules autonomes? Aujourd'hui, personne ne le sait. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, le sujet n'est pas là, mais en tout cas, nous, ce qu'on cherche à voir, c'est d'être toujours dans la logique du véhicule partagé. C'est ça notre, je dirais un peu notre cheval de bataille. Donc en fait, aujourd'hui, on travaille sur 2 axes avec 2 grands groupes. Un axe qui est plutôt autour de la voiture autonome, ce qu'on appelle le robotaxi, c'est-à-dire plutôt un véhicule petit adressé sur des courtes distances, pour du taxi, du transport à la demande, etc. Et puis un autre champ qui est plutôt sur le transport collectif autonome. C'est-à-dire que comme on est passé du tramway du métro au métro automatique, on se dit que peut-être un jour on aura des bus automatiques, et derrière il y a des gros enjeux financiers. Et de toute façon, s'agissant de la mobilité autonome qui fait débat, je dirais, même chez nous dans notre collectivité, on a une nouvelle gouvernance, beaucoup d'élus écologistes. Le véhicule autonome, c'est pas forcément
ils n'aiment pas beaucoup. Mais de toute façon, il y a une compétition mondiale. Donc nous, on accompagne aussi l'industrie française autour de ça. Et que, comme, encore une fois, il vaut mieux anticiper, voir ce qui va se passer, plutôt que subir dans 20 ans, de toute façon, quelque chose qui sera peut-être... sur lesquels on ne pourra plus rien faire. Donc ce volet-là, il est important et l'impact sur l'espace public, il n'est pas neutre et l'impact sur l'aménagement du territoire, il est potentiellement important aussi. Donc effectivement, on va peut-être revenir à aujourd'hui ou demain concrètement. Pour la métropole de Rouen, quelle est la stratégie de mobilité? On a parlé effectivement d'accompagnement vers un changement de mentalité, la mise à disposition de pistes cyclables, des modes doux. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous souhaiteriez... Oui, c'est vaste. Hein, la politique de mobilité, ça embrasse un champ très large parce qu'on a aussi, quand on parle mode doux, on parle tout de suite piste cyclable, mais il y a aussi tout un champ de réflexion autour de l'espace public. De la réappropriation de l'espace public, c'est-à-dire quand on parle de la voiture individuelle, pourquoi elle nous gêne tant? Bon, il y a ces enjeux climatiques, il y a ces enjeux de qualité de l'air, c'est clair, de congestion, mais la voiture, ça prend beaucoup de place dans l'espace public pour se garer, pour circuler, etc. Et cet espace-là, il est pris sur des usages qu'on ne peut pas développer, des usages qui créent de la richesse, une autre forme de richesse, donc, et qui crée de la qualité de vie aussi, qui crée de l'attractivité. Donc on a un gros travail sur les espaces publics, et là c'est pareil, c'est aussi un travail de conviction, aussi bien auprès des décideurs que des citoyens, pour arriver à recréer au-delà des espaces piétonniers que toutes les villes ont, mais vraiment de retrouver de la qualité de vie dans les quartiers, et aussi du lien social. Donc nous, aujourd'hui, on a des projets qu'on appelle les quartiers sans voiture. Alors, c'est peut-être un peu exagéré de parler sans voiture, mais enfin, notre idée, c'est qu'on a identifié quelques îlots dans lesquels on va travailler avec les citoyens pour justement les amener à réfléchir sur leur rapport à la voiture, sur leur rapport à leur mobilité, et les faire évoluer, finalement, prendre conscience que dans leur vie quotidienne, il ne s'agit pas de supprimer la voiture, mais que peut-être ils n'ont pas besoin qu'elle soit là devant chez eux tout le temps, et plutôt qu'elle soit devant chez eux, elle peut être garée dans un parking en ouvrage, où ils vont la chercher quand ils ont besoin, et cet espace qu'ils récupèrent dehors, ils vont ils vont verdir les rues, ils vont mettre des jeux pour les enfants, etc. Et retrouver un mode de vie, on va dire, qu'on pense plus agréable. Donc voilà le genre de piste. Donc la mobilité, c'est pas uniquement comment on se déplace, mais c'est aussi quelles infrastructures, quel environnement on laisse et comment on construit la ville finalement autour de tout ça. Et du coup, c'est une ville partagée avec... Oui, c'est la ville partagée, c'est la ville apaisée. Voilà, c'est ça. Alors, à côté de ça, on a tout un tas de politiques, de déploiement, des bornes de recharge électrique. On travaille beaucoup sur la transition énergétique, la motorisation des véhicules de transport. On travaille effectivement sur les parkings relais, sur l'intermodalité, sur l'intégration du ferroviaire dans le réseau urbain. Enfin, il y a un champ de... Voilà, en 10 minutes, c'est difficile de tout balayer, mais c'est un tout. C'est un effet système. C'est ça qui fait que c'est complexe, mais en même temps que c'est intéressant. On parlait de cette gouvernance de la ville. On a effectivement des quartiers qui peuvent être privilégiés ou plus sensibles, dans lesquels on veut qu'il y ait moins de voitures qui y passent, etc. Et il y a toute une notion, quand on parle de données aussi, d'opérateurs sur laquelle la ville, la métropole n'a que peu d'emprise aujourd'hui. C'est par exemple les calculateurs d'itinéraires, notamment Waze et compagnie, où au final, les politiques publiques de la ville ne sont pas intégrées dans ces calculateurs d'itinéraires. On peut se retrouver à avoir quand on a un peu de trafic, à avoir des situations où le calculateur propose d'aller délester une zone de trafic en passant par des zones qui sont plus protégées, devant une école à 16h30. Et on a
des vrais sujets aussi par rapport, si on revient à la donnée, on a des vrais sujets autour de la gouvernance de la donnée avec ces opérateurs-là. Donc voilà, c'est juste pour mettre en perspective, mais pour dire qu'on a des vrais sujets encore d'innovation et de collaboration aussi avec ces opérateurs, nos amis les GAFAM. C'est une mince affaire. Hein. Et justement, en parlant, donc peut-être recentré, non pas à l'échelle mondiale et les GAFAM, mais peut-être aussi à l'échelle européenne, est-ce qu'il y a des initiatives, je me retourne naturellement vers vous, Catherine, des initiatives européennes pour justement impulser de manière commune à des modes urbains Alors, au niveau européen, il y a, oui, enfin, je dirais que c'est assez actif et même foisonnant. Hein. Bon, nous, la métropole de Rouen fait partie d'un réseau de villes européennes, un réseau qui travaille sur la mobilité durable, qui s'appelle Police, donc qui nous permet d'échanger de l'expérience, de voir ce qui se fait ailleurs, d'avancer ensemble et de partager ces problématiques-là. Et puis, on répond aussi beaucoup à des appels à projets, notamment sur le véhicule autonome, avec des consortiums qui nous permettent là aussi de rencontrer d'autres industriels, de se rallier dans des consortiums avec des villes, je dirais un peu des villes qui nous ressemblent, et du coup de partager et de construire ensemble. Donc oui, il y a un vrai travail au niveau européen entre les collectivités qui est assez actif. Alors après, c'est un peu lourd parce que c'est difficile de maintenir le lien. Enfin voilà, c'est compliqué dans la vie quotidienne mais en tout cas, il y a des liens, et notamment sur le véhicule autonome, il y a des stratégies européennes qui sont déclinées dans les États. Et là, je dirais qu'il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Vous parliez des GAFA, mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voit les États-Unis qui avancent, qui font des annonces, et l'Europe doit être vraiment travailler à cette échelle-là pour arriver à garder sa place, quoi. Et sa souveraineté aussi, éviter effectivement la détention des données chez les GAFAM. Je me permets, il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'avant de peut-être laisser la parole à quelqu'un de la salle, vous avez peut-être une dernière chose à rajouter S'agissant, si on boucle sur les données de mobilité, s'agissant des données de mobilité, il ne faut pas oublier que nous, en tant que citoyens, on parle des données des collectivités, des données des grands groupes, mais on est détenteurs aussi de ces données de mobilité via notamment ces traceurs d'itinéraires. Donc c'est des éléments aussi, on va beaucoup parler dans les années qui viennent d'identité numérique, et quelles données on véhicule, que ce soit, ou que l'on laisse plutôt, soit sur les réseaux, soit sur l'Internet, soit via nos données de mobilité. Donc c'est des questions effectivement qu'il va falloir adresser dans les années qui viennent, à savoir là en nous on porte plutôt aujourd'hui à ce jour de la médiation, donc de l'information autour de l'identité numérique, mais en termes, si on reboucle sur la mobilité, effectivement aujourd'hui on a des gros sujets devant nous sur nos données de mobilité. Ouais. Oui, pour compléter, moi, je pense qu'avec des outils comme le MAS, par exemple, on va avoir accès à une masse de données, pour le coup, qu'on n'a pas aujourd'hui, et qui va nous permettre vraiment d'affiner les services. Parce que aujourd'hui, à part savoir comment les gens se déplacent dans les TC, par exemple, dans les transports publics, pour le reste, on ne sait pas trop. Là, en récupérant, je dirais, les données d'usage, quand les gens vont faire des recherches d'itinéraires sur notre masse, nous, ça va nous permettre d'avoir une connaissance fine du besoin. Aujourd'hui, cette connaissance, on l'a uniquement avec des enquêtes origine-destination qu'on fait comme ça ponctuellement, ou avec les enquêtes ménage-déplacement qui sont très coûteuses, lourdes, et qu'on fait à peu près tous les 10 ans. Donc, quand on actualise des données tous les 10 ans, autant dire que
voilà, 2 ans après l'enquête, les données sont déjà obsolètes. Et donc, que ce soit par les traçages GPS, par les téléphones portables, etc., et par les recherches d'itinéraires qu'on verra. Alors après, on ne va pas aborder ici le sujet de la vie privée, mais c'est aussi un sujet quand même. Mais en tout cas, nous, ce qu'on attend aussi, le retour de tout ça, c'est d'avoir une connaissance plus fine de la demande et du coup d'adresser les bons services au bon moment à la bonne personne. Très bien, écoutez, merci. On a compris qu'effectivement, que ce soit au niveau d'expérimentation avec des structures comme le TUBA ou alors côté collectivité, la mobilité urbaine est un vrai sujet complexe. Et écoutez, je souhaite bon courage à chacune de vous dans votre quête. Est-ce que une personne a une question dans la salle ? 1, 2, oui ? Non ? Écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon salon.